Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est Selon le pays où vous nous regardez. Bienvenue dans votre émission sociétale où, pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la gestion de l'école post-Covid en Afrique. Il faut le dire, plusieurs mois se sont écoulés depuis que les établissements d'enseignement de plus de 190 pays dans le monde ont fermé, affectant ainsi 1,57 milliard d'enfants et de jeunes, soit 90% des effectifs scolaires mondiaux. Ces fermetures se sont rapidement succédées et visaient à contenir la propagation du Covid-19. Il faut le dire, de mars à juillet, plusieurs États et gouvernements ont décidé de rouvrir les écoles sur le continent africain. Mais il faut également signaler que selon l'UNESCO, c'est en Afrique subsaharienne que le taux d'exclusion de l'éducation est le plus élevé. Plus d'un cinquième des enfants de 6 à 11 ans ne vont pas à l'école et c'est également le cas d'un tiers de jeunes de 12 à 14 ans. Aujourd'hui, du fait de la pandémie du Covid-19, plus de 250 millions d'élèves du primaire et du secondaire ne vont plus à l'école en Afrique et plusieurs millions d'entre eux ne reprendront plus le chemin des classes dû au Covid-19. Quel bilan peut-on faire du secteur éducation en Afrique post-Covid-19? Pour en parler, monsieur Louis-Patrick Mambo, bonjour. Bonjour. Il faut le rappeler, vous êtes délégué général de la CONACYCED. Bien entendu. Également avec nous, monsieur Alain Mougouadi, vous également délégué aux relations extérieures de la CONACYCED. Bonjour. Bonjour, madame. Nous commençons par le Gabon. Quel bilan, vous en tant que syndicaliste, quel bilan peut-on faire de la gestion de la pandémie du Covid-19 en terre gabonaise? De manière générale, la gestion de la pandémie du Covid-19, pour nous, nous l'avons toujours dénoncé, cette gestion a été mauvaise de la part de nos gouvernants. D'abord, il y a un problème de communication, il y a eu donc un déficit en ce qui concerne donc cette gestion de la pandémie du Covid-19. Les populations n'étaient pas du tout rassurées, bien ne le sont toujours pas. Et il y a eu des rumeurs qui ont circulé, comme quoi un vaccin devait être administré aux Africains. Et du coup, ceci a été rédhibitoire pour les populations, pour se rendre, par exemple, dans les centres de tests pour procéder à leur dépistage. Parce que je pense que l'un des moyens pour savoir son statut sérologique ou bien virologique, c'est de passer par le dépistage. Or, beaucoup de populations ont toujours été réticentes pour procéder donc au dépistage, tout simplement parce que, pour eux, ces tests-là étaient contaminés d'avance et que c'était le moyen par lequel les Occidentaux, à travers nos gouvernements, devraient certainement inoculer la maladie donc aux populations. Donc il y a déjà eu cette rumeur-là. Donc il fallait que, par exemple, le gouvernement puisse rassurer la population gabonaise pour que les gens se précipitent. Sinon, à court, au niveau des dépistages, ça aurait pu faire en sorte qu'on sache exactement combien de personnes étaient déjà contaminées ou combien de personnes, en fait, savoir un peu la fréquence en termes de cas de contamination. Le cas zéro que nous avons connu dans notre pays, je pense qu'il y a eu un manque de vigilance de la part de nos autorités. On aurait dû certainement mettre ce dernier qui revenait de l'Europe en quarantaine. Ça aurait pu peut-être éviter les cas contacts, donc la propagation de la maladie au sein de la famille, au sein des personnes que cette personne a dû visiter, ce qui n'a pas été le cas. Dans une déclaration datée du 20 mars, au niveau des dynamiques unitaires, nous avions demandé par exemple le confinement de l'estuaire. D'accord. De l'estuaire, c'est-à-dire dès les premiers jours. Parce que le premier cas, je crois, c'était le 12 mars. Nous, dès le 20 mars, nous avons demandé, par exemple, donc, le confinement de l'estuaire. C'est-à-dire, on aurait dû confiner l'estuaire, éviter que les gens sortent de la province de l'estuaire, puisque c'est là où avait été signalé le premier cas. Certainement, la maladie n'aurait pas dû se propager à l'intérieur du pays. Et nous n'avons toujours pas compris pourquoi notre gouvernement n'a jamais adopté, par exemple, une solution locale, une solution africaine par rapport, donc, à cette pandémie en termes de remèdes. Nous avons suivi par exemple Madagascar. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de solutions africaines quand bien même on voit que personne n'a été préparé à ce genre de pandémie? Tout le monde bute, tout le monde essaie de trouver des solutions pour pallier à cette pandémie-là. Toujours pour parler du secteur éducation, est-ce que le gouvernement a fermé les salles de classe en mars? Est-ce que cela n'a pas été une façon de
d'éviter que la maladie ne se répande, sachant que si les élèves vont en classe, les cas contacts, si ces élèves-là sont contaminés, cela va se propager. Oui, bon, avant d'arriver par exemple à la fermeture des écoles, quand je parle de la solution africaine, nous avons quand même des chercheurs au Gabon. Nous avons des thérapeutes au Gabon. Nous nous souvenons que le Premier ministre avait convoqué une réunion à Rambo pour demander donc l'assistance, sinon l'aide de nos chercheurs, l'aide de nos thérapeutes, afin de trouver par exemple un remède. Ailleurs, on encourage cette recherche locale. Je prendrai le cas du Cameroun, où il y a un monseigneur, je crois, qui a trouvé un remède, et l'État a aidé disons ce monsieur dans la recherche de ce remède. Ce qu'on nous demandons au gouvernement, c'était de financer la recherche, puisque nous avons des chercheurs quand même au niveau du Gabon. Nous avons des chercheurs de renom. Nous avons par exemple le défunt Donatien qui a inventé par exemple l'Immunorex. Aujourd'hui, on parle du professeur Piebi qui parle de la fagaricine. Je pense que le gouvernement devait déjà commencer à faire confiance à nos chercheurs au niveau local. C'est vrai qu'il y a également au niveau des pays africains qui ont essayé de faire confiance aux leurs. C'est le cas par exemple du Bénin, où il y a moins de cas de contamination par rapport au Gabon, hein, parce que ici, par rapport à la taille de la population, le Gabon est l'un des pays les plus contaminés au coronavirus. Là-bas, on parle par exemple de la pivirine que le professeur Agon a trouvé. Sans compter ce que nous avons entendu parler de Madagascar. Le gouvernement s'est procédé à la fermeture des établissements, je crois, le 14 mars, parce que ça constitue vraiment les foyers de contamination. Et je pense que c'était une décision quand même salutaire de la part du gouvernement. Il fallait vraiment le faire pour éviter que le virus ne se propage le plus rapidement possible. Mais le gouvernement aurait pu prendre des mesures plus drastiques pour vraiment contenir la pandémie, parce que notre pays, nous avons une population quand même de près de 1 800 000 habitants. Nous ne sommes pas nombreux. Dieu merci que jusqu'à présent, Dieu protège notre pays. Mais par rapport à la manière dont la crise a été gérée, ça aurait pu éviter, si elle a été bien gérée, ça aurait pu éviter beaucoup de cas de contamination. Nous sommes à peu de plus de 6 000 cas de contamination, près de 50 décès. Vraiment, la gestion a été vraiment catastrophique. On parle également de 3 000 guérisons, monsieur Alain. Oui, c'est vrai qu'on parle de guérisons, mais on aurait dû éviter cette situation, comme l'a dit le camarade, depuis le début. Parce qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Parce que si un des éléments qui avait été occulté, c'est la fermeture des frontières. Pendant que certains pays fermaient les frontières, mais au Gabon, les vols internationaux arrivaient encore et les populations, les personnes qui arrivaient de France et autres pays n'étaient pas mises en quarantaine. Donc si les précautions avaient été prises bien avant, je crois qu'on n'aurait pas connu la situation que nous avons connue aujourd'hui. Et je souhaite aussi relever que ça a également mis à jour le problème, le fait que le gouvernement ne prend pas entre les mains les problèmes de recherche dans le domaine de la santé, par exemple. Aujourd'hui, si le domaine de la recherche était développé, je crois que les recherches gabonais, et comme les autres chercheurs africains plutôt, auraient pu apporter une réponse appropriée par rapport à la situation du coronavirus. Et on va dire que si on peut parler de mauvaise gestion, ou bien cette façon de gérer la pandémie du coronavirus a affecté le système, le secteur éducation au Gabon? Bien sûr, nous le relevons, le système a été affecté parce qu'effectivement les écoles ont été fermées depuis le 14 mars jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas encore réouvert, peut-être la semaine prochaine. Mais nous avons mis à jour les difficultés parce que quand nous prenons les pays occidentaux, c'est vrai que les structures ont été fermées, mais les cours se sont poursuivis parce qu'il y a un niveau technologique développé, c'est-à-dire que sur le plan de l'outil informatique, sur le plan des nouvelles technologies, c'est-à-dire que chaque enfant peut avoir un Android ou un ordinateur chez soi pour pouvoir suivre les cours qui sont donnés au niveau par les enseignants. Donc à ce niveau, le travail ne s'est pas poursuivi. Le gouvernement a voulu se rattraper en voulant mettre en place l'enseignement à distance.
Mais malheureusement, nous le savons bien, que tous les enfants du Gabon ne sont pas traités à la même enseigne. Parce que nous savons qu'il y a des enfants qui ne sont pas capables d'avoir un Android pour se connecter sur Internet. Il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir des ordinateurs, ainsi de suite. Donc il y a une sorte d'inégalité des enfants gabonais face à la situation du Covid-19. Mais l'école à la maison, il faut dire, c'est le concept qui a été institué par le ministère de l'Éducation au Gabon. L'école à la maison a été également lancée sur la chaîne de télévision nationale et également à la radio. Je pense que c'est pour pallier ce genre de déficit. Oui, c'est pour pallier, mais la vérité, c'est qu'on n'est pas capable d'évaluer nos élèves. Parce que ce qui s'est passé en France, c'est que les enfants étaient à la maison, ils ont eu des cours et ils ont été évalués sur la base du travail qu'ils ont fait à la maison. Malheureusement, notre école à la maison, c'était juste pour entretenir la mémoire, c'est-à-dire que pour que les enfants ne soient pas complètement déconnectés. Mais quand nous prenons le pays, le Gabon, nous découpons le Gabon, nous savons qu'il y a des coins du Gabon où les enfants, où les gens ne captent pas notre télévision nationale. Moi, je prends le cas, par exemple, à Lambaréné, il y a des zones de coins où on ne capte pas la télévision nationale. Donc, il y a toujours une injustice qui est claire parce que tous les enfants ne sont pas traités à la même enseigne. Maintenant, si, et là on revient, le problème également, le problème technologique qu'on a relevé, si effectivement le pays s'était rassuré que tous les coins du Gabon reçoivent ou Radio Gabon ou la chaîne nationale ou encore la télévision nationale, et en ce moment-là, on va considérer que les enfants gabonais ont été au même niveau d'information par rapport aux cours qui ont été donnés. Monsieur Louis-Patrick Mombo, je me retourne vers vous. Comme Monsieur Louis Mougouadi il a dit, comment peut-on évaluer ces élèves-là? Également, est-ce que les enseignants ont été, il faut le dire, préparés au téléenseignement? Parce que je pense que ce n'est pas, vous me rectifierez si je me trompe, mais je pense que ce n'est pas évident de donner des cours face à une caméra par rapport à quand on donne les cours aux élèves en classe. Je pense que c'est deux univers différents. Est-ce que les enseignants ont été préparés à ce genre de pratique? Pas du tout. Les enseignants n'ont pas été préparés à ce genre de pratique. Déjà, la Covid-19 a surpris le monde entier. Donc, il a fallu adapter certainement les comportements par rapport donc à l'arrivée soudaine donc de cette Covid-19. Les enseignants n'ont pas été du tout préparés donc au téléenseignement parce que tout ce que relevait comme manquement le camarade Mougouadi, il faut ajouter par exemple le réseau électrique. Tout le Gabon n'est pas électrifié. Donc il y a des zones vraiment qui ne sont pas électrifiées. Et au moment où les cours en ligne ont été par exemple lancés, il se trouve qu'il y a des élèves qui se trouvent peut-être dans les campements. Et le problème des enseignants, c'est pas tous les enseignants par exemple qui maîtrisent l'outil informatique. Là aussi, il y a un problème. Il y a eu par exemple les salles d'informatique qu'avait promise le président de la République dans un de ses discours à la nation, qui devait voir normalement le jour dans la plupart des établissements secondaires du pays. Mais à ce jour, ces salles informatiques n'existent pas du tout. Il y a aussi le problème du suivi, donc de l'encadrement des élèves. Même si l'élève suit le cours à la télé, mais il faudra bien également que le parent soit préparé pour pouvoir encadrer l'enfant par rapport à ces cours qui ont été diffusés à la télévision. Donc, les enseignants n'étaient pas du tout préparés. Nous avons été tous surpris. Et ce que nous apprenons, c'est que, en fait, c'est un programme qui date de 2014, qu'avait initié l'UNESCO. Et donc, il y a un certain nombre d'enseignants qui avaient été enregistrés par rapport donc à ces cours, surtout au niveau scientifique. Maintenant, ce qui concerne les matières littéraires, il a fallu finalement que le ministère recourt, par exemple, à l'Institut pédagogique national pour essayer d'identifier un certain nombre d'enseignants pour leur donner une formation rapide en ce qui concerne, par exemple, les cours à distance. Mais ce que nous avons déploré, c'est que l'Institut pédagogique national qui regorge des techniciens n'a pas été mis en première ligne par rapport à ces cours. C'est plutôt une ONG qui œuvre dans le domaine de l'éducation, je crois que c'est Top Science, qui a finalement été mise en œuvre par rapport donc à ces cours à distance. Et aux dernières nouvelles, l'IPN ayant été relégué au second plan, c'est finalement l'inspection générale du service qui a été mise en première ligne
par rapport à ces cours à distance. Donc, pour revenir à votre question, les enseignants n'ont pas été du tout préparés donc, par rapport aux cours à distance. Donc, certainement, ça fera partie des perspectives. C'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement mette l'accent sur la formation en ce qui concerne les NTIC au niveau des établissements. Ça doit commencer par le primaire, le secondaire et aussi au niveau même des enseignants pour que nous nous arrimions aux technologies du 21e siècle. Parce qu'il faut le dire, la Covid-19 est peut-être venue mettre, taper du poing sur la table, si je peux le dire ainsi, sinon pour montrer les défaillances d'un système. Bien sûr, cette situation est venue mettre à jour les déficits que nous, en tant que syndicat, nous avons souvent dénoncés. Après les états généraux, il était question d'atteindre un objectif de 35 élèves par classe. Or, vous voyez aujourd'hui, dans nos salles de classe, nous avons encore des salles de classe de 100 à 70 élèves par classe. Ça veut dire que les salles de classe que nous avons aujourd'hui, pour s'arrimer à la situation Covid, il faut peut-être les diviser par 3 ou 4. Donc, et lorsque nous avons souvent demandé la construction des salles de classe, peut-être que les politiques pensaient que nous étions en train de les embêter ou les emmerder, mais nous avons été rattrapés par une situation que nous avons souvent dénoncée. C'est pourquoi nous disons que malgré toutes ces situations, il faut nécessairement que le gouvernement mette en place un plan d'investissement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Dans quelques années, si nous retournons à une telle situation, il va falloir que le Gabon ne soit pas surpris parce qu'on aura mis les moyens nécessaires pour restructurer le système éducatif gabonais. Il faut le dire, le Gabon, sinon Libreville a été confiné pendant un certain temps. Le gouvernement a mis en place des mesures dites d'allègement et au sortir de ces mesures, le gouvernement a décidé de rouvrir les salles de classe. Mais rouvrir les salles de classe que pour les élèves en classe d'examen, en l'occurrence ceux de 3e et ceux de terminale pour pouvoir passer leurs examens de fin d'année. Et ceux des classes dites intermédiaires sont d'ores et déjà en vacances. Oui, madame. Déjà, cette situation, au niveau de la connaissance, nous l'avons dénoncée de la part du gouvernement parce que il y a eu une violation de la loi 21/2011 qui porte orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche parce que tous les élèves doivent avoir l'égal accès à l'éducation, à l'instruction et à la culture. Vous comprenez également que ça viole également l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit donc l'éducation à tous les élèves, ainsi que l'article 1er alinéa 18 de la Constitution de la République gabonaise. Donc pour nous, même les cours à distance, parce que la discrimination a commencé à ce niveau-là. Les cours à distance, les élèves des classes intermédiaires étaient déjà exclus. Donc il était question que uniquement pour seulement les élèves de 5e année primaire, les élèves de 3e et les élèves de terminale qui devaient suivre les cours à distance. Donc à partir de cet instant, le choix du gouvernement a été déjà fait. Donc il était question que s'il y a reprise de cours, cette reprise ne devait concerner que les élèves des classes d'examen, c'est-à-dire les 5e année primaire, la 3e et la terminale au niveau du secondaire. Mais nous avions été surpris le 30 juin, lorsque le gouvernement est venu annoncer les mesures d'allègement en ce qui concerne donc cette crise de Covid-19, d'apprendre que ce serait uniquement les élèves des terminales qui doivent reprendre les cours à partir du 20 juillet. Du coup, les élèves donc de 5e année et les élèves de 3e ont été eux également à leur tour exclus, comme l'avaient été déjà les élèves des classes intermédiaires. Donc nous n'avons pas compris vraiment cette décision du gouvernement, décision d'ailleurs que nous avons condamnée le 9 juillet au cours d'une déclaration de la CONACICER qui ne faisait que renforcer donc disons notre position, celle de dénoncer donc la discrimination du gouvernement vis-à-vis donc des élèves. Or, le gouvernement doit traiter tous les élèves de la même manière. Tous les élèves doivent être logés à la même enseigne. Malheureusement, le gouvernement brille dans la discrimination. Donc, pour la CONACICER, et ça nous l'avons dit aux plus hautes autorités, notamment le ministre de l'Éducation nationale, il n'est pas question pour nous que, par exemple, l'examen du CEP, l'examen du BEPC soit annulé comme ils le veulent. Pour nous, on doit organiser ces examens, quitte à les organiser même à une date ultérieure, peut-être avant même la reprise des cours. Parce que le CEP, c'est quand même le premier diplôme que nous avons. Et nous savons que dans notre fonction publique, il y en a qui ont travaillé avec le CEP,
qui sont en catégorie C, même si c'est une catégorie en voie d'extinction. Il y a également ceux qui ont travaillé avec le BEPC. Et puis, il faut savoir que ce ne sont pas tous les élèves qui connaissent le même cursus scolaire. Il y en a qui abandonnent par exemple en classe SM2, mais il peut sortir de là avec son CEP, et le CEP peut lui permettre de travailler. Il y en a qui abandonnent en classe de 3e, il peut sortir de là avec son BEPC. Le BEPC va permettre également à cet élève-là de travailler. Et dans les états généraux, je pense qu'il y avait un problème d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que les élèves qui abandonnaient, qui décrochaient, qui abandonnaient donc leur cursus scolaire, pouvaient par exemple être réorientés dans les centres de formation professionnelle. Mais malheureusement, le gouvernement n'arrive pas à appliquer tout cela. Maintenant, cette génération à qui on prive le droit d'avoir leur CEP, le droit d'avoir leur BEPC, à quel moment cette génération pourrait certainement avoir ces diplômes, même si le ministre nous a fait comprendre qu'il y aurait des solutions palliatrices, c'est-à-dire on pourrait délivrer à ces élèves-là des attestations tenant lieu de diplôme, c'est-à-dire une attestation tenant lieu de CEP ou une attestation tenant lieu de BEPC. Mais lui-même, il a fini par nuancer en disant que une attestation tenant lieu de BEPC ou de CEP n'est pas le CEP, n'est pas le BEPC, parce que juridiquement, nous savons exactement comment on obtient le CEP en République gabonaise. Nous savons juridiquement comment on obtient le BEPC en République gabonaise. Donc la position de la CONAICED a été claire, et c'est ce que nous avons réitéré. Il faudrait que le CEP et le BEPC se déroulent, quitte à ce que ces examens-là soient reportés à une date ultérieure, parce que nous avons peur. Nous avons l'impression que le gouvernement voudrait complètement supprimer ces examens si nous n'y prenons garde. Mais monsieur Louis-Patrick Mombo et monsieur Alain Mouagouadi, on a l'impression que la CONACYCED dit non, non, non et non. Mais que propose la CONACYCED au gouvernement? Parce que quand on sait que aujourd'hui, le Gabon est à plus de 3000 cas de personnes infectées du Covid-19. Il faut le rappeler, pour près de 3000 personnes guéries. Moi, je pense que peut-être le gouvernement, pour ne pas parler à la place de ce gouvernement-là et pour ne pas parler à la place du ministère de l'Éducation nationale, peut-être c'est pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Parce que quand on sait qu'il faut le rappeler que cette situation est là à cause du coronavirus. Oui, nous sommes bien d'accord, mais la vérité c'est que le gouvernement, ils ont fait des choix. Ils ont choisi de ne pas organiser le CEP et le BEPC. Mais nous avons dit au gouvernement qu'il est précoce d'annuler. Nous ne connaissons pas l'évolution de la situation, c'est-à-dire qu'elle peut changer dans un mois, elle peut changer dans 2 mois. Ça veut donc dire que si nous organisons le bac, tout en sachant que le BEPC et le concours d'entrée en 6e sont les plus gros contingents, on peut donc organiser ces examens à une date ultérieure. C'est-à-dire, par exemple, dans 1 mois, puisque quand on suivait, je crois que j'ai suivi le communiqué du COPIL ou leur conférence de presse, leur analyse, nous constatons qu'ils sont en train de nous montrer que la pandémie est en train de reculer. Et si la pandémie est en train de reculer, dans ce cas, pourquoi se précipiter d'annuler le CEP et le BEPC? C'est la question que nous nous posons. Nous avons clairement dit au gouvernement que si nous organisons le bac dans 1 mois, le BEPC peut être organisé dans 2 mois et le CEP peut-être dans 3 mois pour permettre à ces enfants d'être évalués au même niveau, et certains seront heureux de sortir de ce cycle, parce que nous rappelons que le CEP, c'est l'examen qui couronne le cycle, le premier cycle, le cycle primaire, et le BEPC, c'est l'examen qui couronne le premier cycle du secondaire. Donc, et nous connaissons également nos élèves, nous constatons que certains de nos élèves qui partent, qui préparent le bac, le CEP comme candidat libre, souvent, le BEPC plutôt comme candidat libre, souvent ne l'obtiennent pas. Donc, il est mieux pour eux de faire cet examen pendant que leurs connaissances de la classe de 3e sont encore fraîches, pour qu'ils puissent facilement l'obtenir. Et ce que nous savons, même s'ils obtiennent, on leur délivre plus tard l'attestation, mais ils n'auront pas eu ce privilège de se mesurer aux épreuves, parce que c'est ça aussi le rôle d'un examen, de démontrer qu'ils sont capables d'affronter un examen et de l'obtenir. C'est un privilège que beaucoup d'élèves ne pourront pas connaître cette année.
Il faut rappeler, on le rappelle, que pour l'instant, le BPC et le certificat d'études primaires sont pour l'instant annulés au Gabon et il n'y aura que les élèves du baccalauréat qui passeront cet examen qui donne accès à l'université. Pour parler du baccalauréat, on parle d'élèves de terminale. Vous l'avez si bien dit, les élèves ils sont à la maison depuis début mars, de mars à juillet. Comment est-ce que ces examens se dérouleront quand on sait que vous sortez d'une réunion de travail avec le ministère de l'Éducation nationale? Bien, en ce qui concerne donc le déroulement des examens, je pense que c'est de la prérogative donc du ministère de l'Éducation nationale à travers sa direction générale, donc la direction générale des examens des concours. Il est question pour le ministère que la première période soit consacrée à une reprise de cours, je crois qu'il va durer 3 semaines, à partir du 20 juillet, pour essayer de remettre à niveau donc les élèves. Et à partir du mois d'août, je crois du 20 août au 10 septembre, ça va être donc l'examen du baccalauréat. Mais madame, moi je voudrais un peu quand même revenir, l'argument de la propagation, si on mettait tous les élèves, c'est-à-dire les élèves de 5e année, les élèves de 3e et les élèves de terminale, j'ai dit c'est un argument qui ne tient pas. Parce que, pourquoi? Non, ça ne tient pas pourquoi. C'est-à-dire, si cet argument est privilégié aujourd'hui par le gouvernement, mais autant également annuler le bac pour les élèves de terminale. Le gouvernement juge moins nombreux les élèves qui participent au bac élèves qui participent justement, au le gouvernement aujourd'hui est rattrapé par la mauvaise volonté, le manque de volonté politique d'investir dans la construction des établissements scolaires équipés en laboratoire, en salle d'informatique, en bibliothèque. Nous n'avons de cesse de rappeler à ce gouvernement qu'il faudrait construire des établissements scolaires. Nous étions encore élèves que ces mêmes revendications déjà étaient soulevées par nos prédécesseurs. Et Martin Labou a perdu sa vie en 92, c'était par rapport même à cette revendication, donc la construction des établissements scolaires. Si le gouvernement avait investi dans la construction des établissements scolaires, ce qui est sûr, on n'aurait pas eu de problème pour faire respecter la distanciation sociale. Parce que le véritable problème, c'est celui-là. Or, l'arrêté 055 du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique parle de 10 élèves. Parce que les rassemblements ne doivent pas dépasser 10 personnes. Or, aujourd'hui, le ministère est même obligé de demander une dérogation au-delà des 10 personnes, c'est-à-dire pour avoir 20 élèves dans une salle de classe. Vous voyez déjà que c'est une violation même des dispositions édictées par le gouvernement de la part du ministère de l'Éducation nationale. Et en ce qui concerne les mesures barrières également, il faudrait que le ministère mette à la disposition, par exemple, des établissements, les gels hydroalcooliques, les masques pour les élèves et pour les enseignants. Un autre argument qui nous paraît léger à nos yeux, c'est que le gouvernement nous parle du transport des élèves. Parce que le gouvernement va affréter des bus pour transporter ces élèves-là qui vont reprendre les cours. Mais avant la Covid-19, ces élèves-là, qui assurent leur transport? Je pense que ce sont les parents d'élèves. Si c'est l'argument du transport, autant le gouvernement peut accompagner les élèves à travers les bus qu'ils vont affréter, mais autant également les parents d'élèves. Je pense que pour un examen, je ne vois pas pourquoi un parent ne va pas lui également tout faire pour que son élève puisse passer, sa progéniture puisse passer l'examen de fin de cycle. Or, c'est l'un des arguments évoqués par le gouvernement en disant que il faut respecter la distanciation sociale dans les bus. On peut avoir plus de 20 élèves dans les bus et le nombre de bus ne permet pas d'assurer le transport pour tous les élèves. Or, à ce niveau-là, les parents également peuvent venir en appoint certainement à l'État en ce qui concerne donc le transport des élèves. Un autre argument évoqué par le gouvernement, c'est que il y aurait 20% des élèves qui ont des comorbidités dans nos établissements, c'est-à-dire des élèves hypertendus, des élèves diabétiques. Mais est-ce que ces élèves-là, on ne les retrouve qu'au niveau de 5e année primaire, au niveau seulement de la 3e, mais au niveau des classes de terminale, on ne retrouve pas des élèves aussi qui seraient hypertendus, qui seraient également diabétiques. En fait, ce que nous dénonçons ici, c'est le traitement inégal du gouvernement vis-à-vis de tous ces élèves. Nous avons vu par exemple au Bénin, rien que l'examen du CEP, c'était près de 200 000 candidats. Donc, c'est-à-dire quand on prend les 200 000 candidats au Bénin, rien qu'au niveau du CEP, c'est 2 ou 3 fois le nombre de candidats de tous les examens regroupés au Gabon. Qu'est-ce que le Bénin peut faire que le Gabon ne peut pas faire? C'est dire ils ont organisé le CEP, dans une semaine ils vont organiser le BPC,
Dans 2 semaines, ils vont organiser le bac. Et c'est la même chose aussi qui se déroule actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est que nous ne comprenons pas. Le Gabon qui se dit tant riche, pays intermédiaire. Également le certificat d'études primaires. Non, en Côte d'Ivoire, oui. Il y a aussi le certificat d'études primaires. C'est ce que le Gabon n'arrive pas à organiser. En fait, c'est ce que je voudrais faire comprendre. Et au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire, l'examen du BEPC, c'est près de 503 472 candidats. Vous comprenez ici que là-bas, les effectifs sont même plus élevés que les nôtres au niveau du Gabon. Donc, facilement au Gabon, on pourrait organiser donc ces 3 examens, c'est-à-dire le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Même si le gouvernement nous a rassuré qu'en ce qui concerne les examens de l'enseignement technique et professionnel, tous ces examens vont être organisés. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est la discrimination que le gouvernement ici a vis-à-vis de certains élèves. Il y a déjà eu les élèves de classe intermédiaire. Voilà maintenant les élèves de 5e année et les élèves de 3e qui sont aujourd'hui exclus au niveau des examens. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de revoir sa copie et de corriger, de reconstruire la décision qui a été prise donc le 30 juin. D'accord, là on était dans le volet Gabon, sinon un bilan fait sur le Gabon, mais également les problèmes, il faut le dire, les problèmes sont les mêmes du nord au sud, à l'ouest. C'est le cas constaté au Sénégal où la reprise des cours était prévue pour le 2 juin, mais là-bas également les syndicalistes ont évoqué plusieurs raisons de la non-reprise des activités scolaires. Regardons dans cet élément. Je suis le secrétaire général du CUSEMS Authentique. J'évolue dans le secteur de l'éducation et de la formation depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai participé à la création de beaucoup de structures syndicales, mais nous avons beaucoup de contradictions au niveau du secteur de l'éducation, ce qui fait qu'il y a de l'émiettement. Et aujourd'hui, après quelques années, au niveau du CUSEMS, après un congrès houleux où on n'a pas pu nous entendre par rapport au renouvellement des instances, et une volonté d'une partie de tripatouiller les textes du syndicat pour faire passer un autre. Nous nous sommes opposés à cela et après 3 ans de crise au niveau du syndicat qui a atterri au niveau de la justice, nous avons décidé souverainement de créer notre propre organisation et de l'appeler CUSEMS Authentique. Donc, nous sommes une dissidence du CUSEMS depuis donc le 21 novembre 2017, date à laquelle notre récépissé a été signé par le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye. Donc depuis lors, nous nous activons dans le secteur de l'éducation. Nous ne sommes pas un syndicat de trop, mais nous sommes un syndicat de contribution. Parce qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement du Sénégal veut faire dans le secteur de l'éducation a été une proposition de notre syndicat. C'est le 12 avril. Donc 2 semaines après la fermeture ou 3 semaines après la fermeture des établissements, que notre syndicat a proposé l'éclatement des classes d'examen pour respecter les mesures barrières et la réduction des effectifs, donc pour pouvoir permettre aux enfants qui ont un examen de ne pas perdre leur année. C'est une proposition du CUSEMS Authentique. Mais à l'époque, quand on l'avait proposé, le ministère voulant faire passer le dispositif Apprendre à la maison, ils n'ont pas voulu accéder à notre proposition. Mais 3 mois après, nous sommes désolés de constater que c'est notre proposition que le ministère est en train d'appliquer. Et aujourd'hui, dans un contexte où beaucoup de choses ont changé, la donne a changé et c'est pourquoi d'ailleurs nous ne sommes pas d'accord. Parce que la proposition est devenue caduque. Nous, on voulait que ça soit fait dans un contexte où on n'avait pas beaucoup de cas communautaires, où on n'avait pas encore beaucoup de cas vraiment à l'échelle nationale. 9 régions n'étaient pas encore touchées. À l'époque, nous, on disait qu'il faut faire vite. Et vraiment, avant que le virus ne se propage dans le pays, il faut sauver les élèves en classe d'examen. Et quand maintenant le virus va gagner du terrain, on ferme les établissements et on aura réglé le problème. Nous, c'était ça notre proposition. Malheureusement, ils ne nous ont pas suivis parce qu'ils ont considéré que c'était une proposition contre la leur qui était donc de mettre un dispositif d'enseignement à distance que le Sénégal n'a pas encore atteint. Et je ne dis pas seulement le Sénégal, même l'Afrique. Beaucoup de pays africains ont tenté et n'ont pas réussi parce que nous n'avons pas un niveau de développement qui nous permet de faire un enseignement à distance. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais d'ailleurs, c'est un signal très fort avec le Covid que l'Afrique doit mieux se préparer pour vraiment pour que de pareilles situations, qu'on ne soit pas dans des situations aussi difficiles. C'est-à-dire, moi, c'est ça que l'enseignement que je tire de cette crise sur le plan de l'éducation. C'est le moment pour les pays africains de se préparer correctement et d'avoir un système d'enseignement moderne
qui leur permettent, dans des situations de crise pareilles, de pouvoir faire fonctionner les établissements comme les Européens sont en train de le faire. Mais nous sommes très en retard et c'est ce que la COVID-19 nous a rappelé. Le gouvernement du Sénégal ne cherche qu'à sauver les élèves en classe d'examen. Donc les élèves qui sont en classe de CM2, les élèves de 3e et les élèves de terminale. Ce sont ces groupes-là qu'ils veulent sauver. Alors que nous, dans notre offre, que j'évoquais tout à l'heure, nous on avait les deux groupes, on l'avait appelé la reprise en 2 temps. Donc pour permettre aux classes d'examen de pouvoir démarrer tout de suite et de ne pas perdre leur année parce qu'eux ils sont dans une situation d'urgence. Mais les autres qui n'ont pas d'examen également, on avait des propositions. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne parle plus de ces propositions. Nous, on disait que pour les autres, ils pouvaient démarrer en septembre et de faire cours parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent même faire leurs examens en décembre. Parce qu'on cherche seulement à valider leur année. On pouvait faire septembre, octobre, novembre, décembre. On rattrape le temps perdu pour eux et ils font leur composition en décembre. Ça permet de sauver leur année et de démarrer l'année scolaire 2020-2021 avec un peu de retard et de procéder à des séances de rattrapage au cours de l'année scolaire 2020-2021. C'était ça notre proposition pour les classes intermédiaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, les décisions qui sont en train d'être prises sont des décisions catastrophiques. Ces élèves-là risquent d'être sacrifiés. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont en vacances. La majeure partie pour les élèves qui sont dans les régions, ils sont à Dakar. Parce que vous savez, les vacances au Sénégal, les élèves viennent à Dakar pour faire de petits boulots qui leur permettent d'avoir des revenus parce que pour pouvoir retourner en début d'année scolaire, pour pouvoir faire face aux frais d'inscription et autres, et à leur habillement et tout. Donc malheureusement, les élèves là, sentant qu'on ne leur a rien dit, ils ont quitté leur localité pour la majorité et ils sont allés dans les villes. Et maintenant, ils sont en train de préparer leur année prochaine. Donc, ça veut dire quoi? Parce que ces élèves-là vont sauter de classe parce que l'État ne veut pas proclamer une année blanche. C'est-à-dire que les élèves répètent les classes, mais l'État veut valider l'année alors qu'on n'a pas assimilé les contenus. Il y a un problème parce qu'au Sénégal, contrairement à ce que les gens disent, il y a 2 systèmes, comme dans tous les pays. Il y a l'école publique et l'école privée. L'école privée, ils ont des possibilités. Et même dans cette école privée, il y a 3 types d'écoles privées et je peux énumérer si vous voulez. Mais pour l'école publique, n'a pas terminé les programmes parce que l'école publique a perdu l'année scolaire, perdu le mois d'octobre. Chaque année, on perd le mois d'octobre pour diverses raisons. Il y a des zones où c'est encore la pluie. Il y a des zones où c'est les inondations. Il y a des zones où les parents ne sont pas encore préparés et n'ont pas préparé donc les frais d'inscription et autres. Donc le mois d'octobre, chaque année, on perd ça au Sénégal. Malgré le slogan Obi Tay Jang Tay que vous entendez tous les jours, agité ça et là par une organisation privée qui cherche à capter des financements étrangers. Donc nous considérons que dans l'écrasante partie du pays, on n'a pas des élèves qui démarrent le mois d'octobre. Donc on perd le mois d'octobre chaque année. Donc ensuite, il y a des perturbations dans le système d'enseignement au Sénégal liées aux grèves, c'est-à-dire nous les syndicats. Cette année, nous avons fait 2 mois de grève. De mi-janvier jusqu'à mi-mars, la date où le président de la République fermait les établissements, pendant 2 mois on était en grève. C'est vrai que quand on est en grève au Sénégal, on ne perd pas tous les jours, mais au moins dans la semaine on perd 3 jours dans la semaine. Donc si on calcule, sur les 2 mois on a perdu 1 mois de cours. Si on y ajoute le mois d'octobre, ça fait 2 mois qu'on a perdu. Ensuite les 3 mois de Covid-19, donc 16 mars, 25 juin, ça fait 3 mois, 10 jours. Donc on a perdu 3 mois, 10 jours du fait de la Covid-19. Maintenant, ça veut dire quoi? Au Sénégal, au minimum, on a perdu 5 mois. Mais comment peut-on comprendre qu'on perde 5 mois et qu'on nous dise qu'ils vont rattraper juste pour 1 mois? Pourquoi ils rattrapent juste pour 1 mois? Parce qu'ils ont démarré le 25 juin. Ça veut dire que le mois de juin est terminé, donc on ne peut pas calculer le mois de juin, parce que le 25 quand même c'est la fin du mois. Donc on ne calcule pas juin, on calcule juillet maintenant. Nous y sommes déjà. Les enseignants font faire des rattrapages, parce qu'après 3 mois et 10 jours d'arrêt de cours, les élèves perdent leur niveau. Donc il fallait relancer donc les élèves par des séances de rattrapage. Aujourd'hui, beaucoup de profs n'ont pas encore démarré leurs enseignements parce qu'ils sont dans les séances de rattrapage. Mais même admettons que les profs ont démarré dès début juillet, mais on a 1 mois. C'est tout le mois de juillet qu'ils vont apprendre. Mais dès la fin du mois de juillet, on démarre les compositions parce que effectivement, ils veulent faire le bac, l'épreuve anticipée de philosophie le 12 août.
Mais s'ils font l'épreuve anticipée le 12 août, ça veut dire que les 10 premiers jours du mois d'août, il va falloir faire les compositions, donc arrêter les cours. Donc ça veut dire quoi? On a perdu 5 mois que je viens de démontrer. Et pour rattraper les 5 mois, le gouvernement du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale, décide de faire un seul mois de cours pour pouvoir rattraper ce temps-là. C'était là M. Mbodj, secrétaire général du QCM Authentique, une centrale syndicale également. On l'a bien entendu. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes sont les mêmes, que d'un pays à un autre, en Afrique, on peut parler de mauvaise gestion de la situation scolaire en Afrique subsaharienne? Nous réalisons, lorsque nous écoutons l'autre camarade, c'est qu'effectivement nous avons les mêmes problèmes en ce qui concerne les infrastructures, parce qu'effectivement nous constatons tous que nos différents gouvernements n'ont pas sérieusement investi dans le système éducatif. Les déficits sont importants. Et sur le plan de la technologie également, parce que nous réalisons que nos élèves sont pratiquement dans la même situation. Ils veulent faire des cours à distance, tout en sachant que le niveau technologique de nos enfants ne leur permet pas d'être à jour de ces différents cours. Donc nous réalisons réellement que nous vivons pratiquement les mêmes situations. Le camarade l'a dit. Nous également, le ministre de l'Éducation nationale nous a demandé de faire des propositions que nous avons faites. Et dans toutes les propositions qui ont été faites, il était question que les différents examens soient organisés. Mais là également, nous constatons que les gouvernements font leur choix. Et dans le cas du Sénégal, ils ont choisi de rattraper un mois, disons 5 mois de cours en un mois. Et au Gabon, le gouvernement a choisi de mettre de côté certains examens, les examens qui rassemblent le plus grand nombre d'élèves, c'est-à-dire que le BPC et le CEP. Donc, ils ont fait des choix et nous ne pouvons que déplorer. Et nous disons également que les gouvernants africains doivent prendre l'école au sérieux. Il faut qu'ils mettent les moyens. Si nous voulons rattraper les systèmes éducatifs occidentaux, il va falloir qu'à un moment ou un autre qu'ils fassent le choix d'éduquer correctement les enfants africains afin que nos enfants soient au même niveau de compétitivité que les autres élèves et étudiants de Parlement. Monsieur Louis-Patrick Mombo, je me retourne vers vous à entendre le secrétaire, Monsieur Mbodj, le secrétaire général du QCM Authentique, une des centrales syndicales du Sénégal. C'est qu'on a l'impression que d'un pays à un autre, les gouvernements essaient de vouloir sauver cette année scolaire 2019-2020. Quand on sait qu'on a un pays comme le Kenya qui a décidé de perdre une année scolaire. Oui, effectivement, nous remarquons que la situation est différente d'un pays à un autre. Maintenant, tout dépend un peu de la manière dont le gouvernement voit les choses. Au Maroc, par exemple, je pense qu'ils ont projeté la date du 14 septembre, je crois, pour la reprise de cours dans ce pays. Il y a des pays, comme vous avez dit, le Kenya, qui a décidé, par exemple, d'annuler tout pour tous les élèves. Vous avez vu que là, c'est vrai que ça défavorise un peu peut-être les élèves. On ne sait pas également pendant combien de mois ces élèves-là ont eu à faire cours, par exemple au Kenya. On voit ici que quelque part, la décision elle est égalitaire pour tout le monde. Si on annule pour tout le monde, ça veut dire que là on n'a pas privilégié X, on n'a pas privilégié Y. Ce qui n'est pas le cas, par exemple ici chez nous au Gabon. La CONASEN n'a jamais été contre le fait que l'année scolaire soit sauvée. Déjà, lorsque le gouvernement décide le 14 mars donc de fermer les établissements, nous étions pratiquement à la fin. Je dis à la fin du deuxième trimestre. Il aurait fallu peut-être 1 à 2 semaines pour qu'on close définitivement le deuxième trimestre jusqu'à remettre les bulletins aux parents d'élèves. Nous étions, et certains commençaient déjà même à intégrer les notes au niveau de X-Gest. D'autres établissements, on remettait encore les copies aux élèves. Il y avait le calcul de moyenne. Mais le seul deuxième trimestre là, par exemple, les élèves n'ont pas pu vérifier leurs notes. Aujourd'hui, la manière dont les moyennes vont se calculer à partir du deuxième trimestre et les moyennes qui vont décider de leur passage en classe supérieure, c'est vraiment du bricolage que nous sommes en train de faire dans les établissements. Il faut dire la vérité. Et en ce qui concerne donc la CONASEN, nous avons dit au gouvernement ceci, que pour la rentrée du 20 juillet, il faudrait que nous arrivions à la maîtrise de la pandémie, que le gouvernement arrive à maîtriser la pandémie. C'est-à-dire, nous devions connaître le pic de la pandémie et amorcer la décrue. Nous avons demandé l'administration d'un remède à titre préventif et curatif, tel que la fagaricine, ainsi de suite,
nous avons demandé le suivi du respect de toutes les mesures barrières. Parce que, à ce niveau-là, la CONASED n'est pas prête d'accepter que les enseignants et les élèves, leur vie soit mise en danger. Parce qu'au moment où les cours vont reprendre, si le gouvernement, l'un des arguments qui amène le gouvernement donc à fermer les établissements, c'est que c'était un foyer de propagation. Donc les établissements constituent des foyers de propagation. Or, en reprenant les cours, il n'est pas aussi également question que nous allions là-bas voir les enseignants contaminés, les élèves contaminés et déplorer vraiment ce qui pourrait s'en suivre. Nous avons demandé l'organisation du CEP et du BEPC. Nous insistons là-dessus. Le CEP et le BEPC et de tous les examens d'enseignement technique et professionnel et de la formation professionnelle. Quitte à ce que, par exemple, le CEP et le BEPC, le gouvernement puisse trouver une date avant la rentrée prochaine qui est prévue au mois de novembre. Mais monsieur Louis-Patrick Maubousson... Oui, je vais terminer en disant ceci, parce qu'il faudrait bien que vous compreniez également ce que nous avons posé comme, disons, revendication avant cette reprise-là du 20 juillet. Nous avons demandé le paiement intégral des vacations de 2018 et 2019. Parce qu'il se trouve que à chaque fois, pour payer les vacations en République gabonaise, c'est-à-dire l'examen s'est déroulé par exemple en juillet 2018, vous voyez qu'on parle même des vacations de 2018, jusqu'à présent, le gouvernement est incapable de payer ces vacations-là aux enseignants. Ils ont commencé, il y a près de 2 mois, à payer donc les vacations de l'école au niveau de l'école normale des instituteurs. Ils ont commencé à payer les vacations du bac général, et tout d'un coup, ils ont suspendu. Aucune communication officielle. Or, il est question de reprendre les cours le 20 juillet, mais pour la CONASED, il faudrait que ces vacations-là soient intégralement payées. Les vacations à partir du CEP jusqu'au dernier examen, il faudrait que toutes ces vacations soient payées avant la reprise des cours du 20 juillet. Et nous avons en fait demandé l'indemnité Covid-19 pour les enseignants, parce que les enseignants vont être exposés donc au risque de contamination. Si ailleurs, les personnels soignants ont bénéficié parce que peut-être ils sont en première ligne, mais il n'en demeure pas moins également que les enseignants qui vont aussi reprendre les cours vont être exposés au cas de contamination, au risque de contamination, parce que l'OCUPUL nous a fait comprendre que près de 80 à 85% des cas de contamination sont asymptomatiques. Donc vous comprenez ici qu'il faudrait également que le gouvernement puisse donc octroyer cette prime indemnité Covid-19 et il y aura également un surplus de travail. Parce que si nous prenons les cas de classe de terminale, une classe qui avait par exemple 100 élèves, lorsqu'on divise par 20, on aura 5 classes supplémentaires parce qu'on va faire des subdivisions. Ça va nécessiter plus de travail peut-être pour un enseignant, ou bien ça va nécessiter le renfort d'autres enseignants. Or, la recommandation EIT UNESCO ensemble à tous est claire. Lorsque vous avez excédé vos heures d'emploi du temps, faites un travail supplémentaire, il faut également une rémunération supplémentaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en dehors donc des risques de contamination et du surplus de travail, c'est pourquoi nous avons demandé donc l'indemnité Covid-19. Enfin, il n'y a pas que le personnel enseignant qui bénéficie de cette prime. Il y a également les enseignants, il y a également les magistrats. En fait, tous les fonctionnaires qui prennent leur courage pendant que la pandémie est en train de sévir. C'est une manière également de motiver, parce que c'est la peur au ventre que les uns les autres repartent au travail. Donc voilà un peu le bien fondé d'avoir demandé donc l'indemnité Covid-19 au gouvernement. Donc tous ces points que je viens d'énumérer conditionnent la rentrée par exemple du 20 juillet. Il faudrait que le gouvernement puisse nous répondre à ce niveau-là. Oui, ça c'est ce qui concerne vous qui êtes enseignants, vous les enseignants et votre plateforme syndicale, s'il faut le dire. Mais moi, je veux revenir en parlant de ces élèves-là, le secrétaire général du QCM Authentique l'a dit. Est-ce que c'est pas une année hypothéquée? On a l'impression que de part et d'autre, les États, sinon les gouvernements africains veulent impérativement remplir cette année scolaire. Le Kenya, on va dire, et peut-être aller franc jeu en mettant tout à plat. Là, au Gabon par exemple, vous l'avez si bien dit, on a des élèves qui sont mis de côté et pour parler des élèves de classe de CM2 qui ne passeront pas le certificat d'études primaires et les élèves en classe de 3e qui ne passeront pas le BPC au profit des élèves en classe de terminale qui passeront le baccalauréat. Mais de l'autre côté, pour parler du Sénégal, parce que c'est celui que l'on a pour exemple et que nous avons vu dans ce reportage, là-bas également les élèves iront au baccalauréat, au CEP et également au BPC, mais il est également signifié que les élèves ne vont pas avec les mêmes rudiments que ceux de l'année précédente. Bon, au niveau du Gabon, du moins, le raisonnement que nous avons fait,
l'année, comme l'a dit le camarade lui, Patrick Mombo, nous avons fait 2 trimestres. 2 trimestres, c'est-à-dire le premier trimestre a été complètement fait. Le deuxième trimestre, certains enseignants avaient terminé les évaluations. Il était question de calculer les moyennes. Et le raisonnement que nous avons eu en tant que syndicalistes, c'est qu'après 2 trimestres presque faits, on ne peut pas pénaliser les enfants. On ne peut pas pénaliser les enfants parce que nous savons, quand nous regardons un peu les années antérieures, nous avons validé des trimestres, des années avec un trimestre. C'est-à-dire que les années où nous avons souvent été en grève, vous faites grève tout le premier trimestre, vous faites cours le deuxième trimestre, et puis au mois de mai, l'année est presque terminée, vous validez l'année. Donc nous avons voulu privilégier les enfants, en se disant que... Privilégier les enfants, excusez-moi, mais à quel prix? Quand on sait que depuis mars, ils sont, c'est vrai, vous l'avez si bien dit, ils ont fini, ils ont achevé le premier trimestre et presque achevé pour certains. Monsieur Patrick Mombo l'a dit que les relevés de notes étaient déjà en train d'être remplis pour certains, mais un élève qui reste à la maison de mars à mi-juillet, comment fait-il pour rattraper tous ces mois restés à la maison? Oui, essayons aussi de voir comment fonctionnent nos années scolaires. Je suis enseignant. Je vous dis que le 3e trimestre, permettez-moi de le dire, et c'est presque un seul mois et demi. C'est-à-dire que quand nous repartons, quand on revient des vacances, on travaille le mois d'avril, et souvent au 15 mai, la plupart des classes d'examen, c'est-à-dire que les épreuves pratiques, DPS et autres, commencent. Donc, si nous annulons cette année à ce niveau, si nous rentrons dans le fonctionnement normal de notre année, ça nous dit qu'on aurait sanctionné nos élèves pour 1 mois et demi de cours. Et c'est pourquoi nous, au niveau des syndicats, nous avons dit, pour ce mois, qui est souvent perçu de cette manière, qui est souvent fait de manière différente en fonction des établissements, on peut valider. Et que surtout l'année scolaire a été peut-être perturbée sur 1 semaine, quand on prend le nombre de jours sur 2 semaines, quand on prend le nombre de jours perturbés, pas par contre par exemple au Sénégal. Au Sénégal, ils ont dit qu'ils ont pratiquement fait 3 mois sans faire cours. Et nous disons qu'à notre niveau, si le Sénégal est capable de valider une année sur 3 mois de cours, nous ne voulons pas pénaliser les élèves gabonais sur cela. Mais ce que nous souhaitions, c'est que le gouvernement aille au bout de la logique. C'est-à-dire que s'ils ont validé l'année pour les élèves de classe intermédiaire, qu'ils permettent aux autres classes d'examen de faire leurs différents examens. Donc vous nous dites que mathématiquement, l'année 2019-2020 est récupérable au Gabon? Elle ne s'est pas déroulée correctement, mais elle est meilleure que certaines années que nous avons connues dans ce pays. Et pour cela, nous ne voulons pas pénaliser les élèves de cette année. D'accord. À côté du Gabon, où il y a le Cameroun, l'un des pays les plus affectés, sinon des pays les plus infectés dans la zone CIMAC. Là-bas, les examens de fin d'études, sinon les examens de fin d'année, ont déjà démarré, en commençant par les élèves de 5e année, mais également, comme d'autres pays africains, le gouvernement s'est heurté à certaines difficultés. On regarde dans cet élément que nous a concocté Carole Guissot. Comme beaucoup de pays dans le monde surpris par la pandémie du coronavirus, le Cameroun a décidé le 17 mars 2020 de prendre certaines mesures pour limiter la propagation de la maladie. Parmi ces mesures figurait la fermeture des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Un bonheur inespéré pour les élèves qui tardaient de prendre leur congé de 2e trimestre et pour les parents qui étaient déjà pour la plupart épuisés des levées tôt et couchés tard. L'on pensait alors qu'au plus 1 mois après, l'école rouvrirait ses portes. Que non, le nombre de cas de coronavirus ne cessait d'augmenter dans le pays. Le gouvernement a dû prolonger le confinement des écoles, ce qui n'a pas été sans effet sur les parents et les élèves. Parce que quand ils vont à l'école, il y a des jeunes, ils reviennent manger peut-être à 15h et d'autres parfois même quand ils mangent au sortir des classes, ça ne mange plus dans la soirée, ils se couchent. Mais maintenant c'est à tout moment. On a faim, c'est beaucoup plus de dépenses depuis le confinement. Moi j'ai acheté un sac de riz qui m'a fait moins d'1 mois. C'est vrai, parce qu'ils gaspillent plus d'argent. Quand nous sommes
à la maison. Quand il y a trop de bruit, on dérange. Donc c'est plus préférable de commencer l'école. Pour sauver l'année scolaire 2019-2020 qui était entamée à 70%, selon le ministère des Enseignements secondaires, l'État camerounais a décidé en avril de lancer un projet dénommé l'école à la télé, ouverte principalement aux élèves en classe d'examen des cycles primaires et secondaires. Un projet diversement apprécié par les élèves candidats eux-mêmes. Ce n'était pas la même chose qu'à l'école. En dehors de ceux qui n'avaient pas de poste de télévision à la maison, les possibilités d'assimilation et d'échange avec les enseignants étaient très réduites, regrettait-il. Certains appréhendaient alors le jour de l'examen. Car moi j'ai peur du corona et aussi il y aura beaucoup de professeurs qui vont déranger car c'est que les évaluations reprennent ne me seraient pas encore très bien apprêtées. Critiqué de part et d'autre dans sa gestion de la crise sanitaire et toujours dans la crainte d'une année blanche au Cameroun, le pays, l'un des plus touchés par le coronavirus en Afrique, a décidé de la reprise des classes le 1er juin pour préparer les élèves aux examens officiels, malgré le nombre toujours croissant de personnes testées positives au coronavirus et la mise en garde des syndicats d'enseignants. Les dits examens devaient démarrer un mois plus tard, le 30 juin, avec le concours d'entrée en 6e et en première année en enseignement technique. Et comme on pouvait s'y attendre, je suis venu composer mon examen pour réussir mon concours d'entrée en 6e. J'ai trouvé une épreuve très difficile, l'épreuve de problème, l'épreuve de calcul rapide, l'épreuve de dictée question et l'épreuve de culture générale. Mais certaines questions étaient difficiles. C'est-à-dire les questions posées avec le français qui avait 600. Face à ces éventuelles lacunes des élèves en classe d'examen qui ont été impactés par la période de confinement due au coronavirus, le gouvernement camerounais a prévu de baisser la note de délibération lors des résultats finaux. Pour le baccalauréat, ce sera au moins 8 de moyenne. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue au Cameroun pour le 5 octobre 2020, une rentrée qui coïncide avec la journée internationale de l'enseignant. Messieurs, on l'a vu dans cet élément de notre correspondante au Cameroun, Carole Guissot, d'un pays à un autre, les problèmes restent les mêmes, sinon les mêmes mots reviennent. Téléenseignement, préparer les examens, sauver l'année scolaire. On a l'impression que chaque pays se passe le mot, ou bien ce sont vraiment des mots de l'heure. Bon, là, je me retourne vers vous en donnant également votre mot de fin. Oui, je crois que une année blanche ne peut faire plaisir à personne. Effectivement. Une année blanche ne peut faire plaisir à personne et la situation du coronavirus nous a surpris tous les pays du monde et ça a mis au bout du jour toutes nos lacunes, toutes nos situations qui ont souvent été présentées par les organisations syndicales et nous espérons seulement que le gouvernement a pris acte et qu'en ce qui concerne le Gabon, par exemple, nous allons rentrer dans le projet du plan, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais nous, au niveau de la CONACYED, nous l'avons appelé plan Marshall, en ce qui concerne les investissements dans le système éducatif gabonais, en ce qui concerne la construction des salles de classe, la construction de laboratoires, la construction des salles d'informatique, la construction des bibliothèques, mais également le recrutement des enseignants, afin de réduire les effectifs dans nos salles de classe. Il serait également important que le Gabon investisse dans les technologies de l'information, c'est-à-dire former des enseignants en informatique, former nos élèves en informatique pour qu'ils soient autonomes dans l'utilisation des outils informatiques, mais également élargir le réseau Internet de manière à ce que, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le lieu où se trouvera un élève gabonais, que ce soit la période où je ne sais quoi, cet élève soit capable de se connecter sur Internet. Et que le gouvernement qui nous a vanté le mérite de l'enseignement à distance formalise l'enseignement à distance. Il ne faut pas que ce soit une sorte de fourre-tout. Il faut que ce soit une administration ou un département qui sera clairement identifié et qu'on sache qui peut aller faire l'enseignement à distance. Est-ce que vous voyez? Donc il faut, pour éviter des situations de confusion, il faut que tout soit clairement défini, clairement établi, afin que nous évitions toutes les confusions possibles. Parce que nous ne voulons pas
que l'enseignement à distance soit une sorte de palliatif pour régler le problème de manque d'enseignants. D'accord. Parce que nous savons par exemple qu'il y a un problème d'enseignants de mathématiques. Avec ces enseignements à distance, il suffit que le gouvernement ouvre une salle quelque part pour donner des cours à distance à certains élèves. Non, l'enseignement au Gabon est d'abord présentiel. Donc il faut recruter les enseignants. Et une fois que le nombre d'enseignants sera proportionnel au nombre d'élèves, en ce moment, à côté de l'enseignement présentiel, il y aura l'enseignement à distance. Celui qui ne peut pas être dans une salle de classe pourra à côté suivre son enseignement à distance et être diplômé de cette enseignement. Merci Monsieur Alain Mougouadi. Je me retourne vers vous, Monsieur Louis-Patrick Mombo, votre mot de fin sur ce bilan de la gestion de l'école post-Covid en Afrique. Merci. Je pense que parlant du bilan, le camarade Alain m'a déjà précédé. La gestion était vraiment différente d'un pays à un autre. Vous avez remarqué que le Gabon fait partie de l'espace francophone. Ce qui fait que la plupart des pays francophones étaient en contact, et le ministre ne cessait de nous le dire. C'est-à-dire tous les pays francophones étaient en contact, et il y avait je crois des réunions en visioconférence avec la France et autres. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que ce qui se passe ailleurs, en ce qui concerne par exemple les examens, au niveau de ces pays francophones-là, l'organisation par exemple du CEP, du BEPC et du BAC, ailleurs que ça se passe. Mais au Gabon, où pourtant ils étaient tous en concertation en tant que pays francophone, on décide aujourd'hui d'annuler le CEP et le BEPC. Donc, mais pour la CONACYCED, nous avons été clairs avec le gouvernement. Nous ne sommes pas contre le fait que l'année scolaire soit sauvée pour nos enfants, mais nous conditionnons la reprise de cours du 20 juillet à la satisfaction des préoccupations urgentes que je vais répéter, c'est-à-dire la maîtrise de la pandémie, parce que nous ne voulons pas que les enseignants et les élèves soient en danger. On le rappelle, hein, votre mot de fin? Oui, c'est le mot de fin. La maîtrise de la pandémie, donc l'administration des remèdes à titre préventif, même si le gouvernement nous a dit qu'il fallait attendre l'avis du comité d'éthique, le suivi du respect de toutes les mesures barrières. Et à ce niveau-là, il faut vraiment que les mesures barrières soient respectées. La mise à disposition des enseignants et des élèves des gels hydroalcooliques, des masques, et respecter la distanciation sociale. Il y a également, nous insistons sur l'organisation du CEP et du BEPC, quitte à ce que ces examens soient organisés à une date ultérieure avant la reprise de cours, avant la rentrée administrative, la rentrée scolaire de 2020 et 2021. Le paiement intégral des vacations 2018 et 2019, il faudrait que ces vacations-là soient payées avant le 20 juillet. Enfin, l'octroi d'une indemnité Covid-19 aux enseignants qui vont reprendre le cours parce qu'ils seront exposés au risque de contamination de la maladie. Nous espérons que le gouvernement aura une oreille attentive vis-à-vis de nos revendications. Ce que nous déplorons, c'est qu'à chaque fois que nous avons émis des propositions, mais le gouvernement, le plus souvent, ne répond pas souvent à ces revendications-là de manière favorable, ou le gouvernement ne respecte pas du tout ses engagements. C'est ce que nous déplorons. Mais nous osons espérer que cette fois-ci, le gouvernement sera attentif à nos préoccupations. On l'espère, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Sociétal où avec monsieur Louis-Patrick Mombo, on le rappelle, vous êtes délégué général de la centrale syndicale CONACYCED et était également avec nous sur le plateau monsieur Alain Mougouadi, je pense. Mougouadi, c'est bien cela. Vous êtes délégué aux relations extérieures de la CONACYCED où nous avons parlé de la gestion de l'école post-Covid en Afrique. Quel bilan? Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette gestion du secteur éducation en Afrique? C'est tout pour ce numéro de Sociétal. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Au revoir.